Et dans cette troisième vidéo du cours sur l'art, on attaque la question de la création artistique. On reprend. Dans la première, on avait établi une distinction qui permettait d'identifier ce que c'est qu'une œuvre d'art et de distinguer l'art des produits de la nature. Cette distinction, c'était la distinction que vous connaissez déjà entre nécessité, d'une part, et liberté, de l'autre. En effet, on avait montré que la genèse d'un objet naturel, comme une pierre volcanique, n'est pas la même sorte, n'implique pas les mêmes processus que la genèse d'une œuvre d'art et la genèse en réalité de tous les produits de l'art humain en général, pas simplement au sens de l'art des beaux-arts, okay, de sorte que, puisqu'il y a une stricte nécessité causale aveugle qui intervient dans la genèse des objets naturels, et qu'au contraire, dans la genèse des œuvres d'art, il y a une liberté d'imposer des fins qui ne préexistaient pas dans la nature, alors effectivement, il y a une distinction entre l'art et la technique. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette idée un peu classique, traditionnelle, on retrouve les prémices, le point de départ de ce qui justifie l'idée d'une création artistique. Il est aussi intéressant de remarquer que le mot de créateur, on l'utilise dans deux contextes en particulier, et c'est celui de l'art et le contexte religieux. En effet, quand on parle par exemple de technique, on parlera volontiers d'invention, mais on parlera rarement de création. Quand il s'agit de science, on parlera par exemple de découverte ou d'invention, encore une fois, mais on parlera rarement de création scientifique. Et donc, c'est ce terme de création ici, là, qu'il faut qu'on examine parce qu'il a quand même une origine intellectuelle qui est importante. La création, elle se distingue de l'invention et de la découverte parce que ce qu'elle crée, ce qui est issu d'une création, ce qui est produit dans une création, n'a aucune existence antérieure à l'acte créateur lui-même. La création, elle est en ce sens absolument libre. En effet, créer, c'est d'abord un acte divin. C'est ce que fait Dieu quand du néant, il tire l'être du néant, il tire le monde. Et dans ce processus d'extraction de quelque chose à partir de rien, il y a le concept de création qui se trouve. Donc, ce qu'il faut noter pour commencer, c'est que l'idée qu'il y ait une création artistique, elle est d'abord problématique. Elle est problématique parce que ça voudrait dire que l'artiste, dans son œuvre, il tire quelque chose à partir de rien. Et s'il est véritablement un créateur, et bien ce processus un peu mystérieux qu'on nomme la création artistique, il doit être précisé, interrogé, et ça va être l'objet de cette vidéo. On peut donc reprendre le problème et le poser une bonne fois pour toutes. La création consiste à tirer de l'être à partir du néant. Par conséquent, s'il y a création artistique, ça veut dire que l'artiste lui-même, il procède à une telle création, donc que l'œuvre d'art, elle doit d'une manière ou d'une autre provenir du néant. Le problème est donc le suivant, qu'est-ce qui se passe dans le processus de la genèse d'une œuvre d'art qui justifie qu'on dise qu'il y a là un acte de liberté au sens le plus radical? En quel sens la genèse d'une œuvre d'art incarne-t-elle une forme de liberté? Dans un premier temps, on peut chercher des indices qui semblent établir l'existence d'une création artistique. Et une des premières choses, c'est nos manières de parler courantes. Alors que, par exemple, pour un objet technique, on va pouvoir simplement l'observer et discuter de lui en tant qu'objet. Je vais avoir une chaise, je vais avoir une table, et ces tables, elles sont en tant qu'objet, qu'elles nous intéressent, et les œuvres d'art, elles sont attachées à une personne. De manière assez intéressante, on parle d'un tableau de peinture en disant c'est un Picasso. Ou alors, ce morceau, c'est du Bach. De sorte qu'on identifie un régime d'œuvres d'art par rapport à la personne qui en est l'auteur. Et dans cet acte qui permet de dire que quelqu'un est l'auteur d'une œuvre d'art, il y a bien quelque chose de personnifiant, l'idée d'une originalité de l'artiste, et c'est cette originalité de l'artiste qui se transmettrait effectivement dans l'acte de création à l'œuvre d'art. De sorte que, pour étudier l'originalité et la spécificité de la création artistique, il est utile de la comparer à d'autres régimes de création humaine. Une des comparaisons privilégiées, parce que c'est l'autre genre d'objet qui appartient aux objets artificiels, c'est de le comparer à la technique. Et effectivement, il y a des raisons pour lesquelles on ne dit pas d'un objet technique qu'il est original au sens où il provient personnellement de son auteur. Parce que la production technique, c'est une production qui est faite à partir de règles et de manière à ce qu'elle soit reproductible. Ainsi, on peut produire un manuel de fabrication pour une chaise, par exemple, pour n'importe quel objet technique. Ok, il est susceptible précisément d'être produit par un ensemble d'étapes qui peuvent être méthodiquement spécifiées de manière à pouvoir être reproduites.
Alors qu'au contraire, une œuvre d'art, si on la reproduit, précisément, l'acte créateur disparaît. De sorte que, dans nos manières de parler et d'identifier ce qui se passe dans la production artistique, on fait assez spontanément la distinction entre, d'une part, le technicien qui peut être maître dans son art, au sens où il est capable à la perfection de réaliser les règles de l'art, de réaliser la production dans les règles, et d'autre part, l'artiste qui, lui, justement, semble se passer de règles, semble, à un moment donné, ne pas obéir à un code et qui pourrait être spécifié par un manuel, un ensemble d'étapes méthodologiques que quelqu'un d'autre pourrait reproduire. Au contraire, en art, on va parler d'un copiste. Si quelqu'un, effectivement, par exemple, parce que c'est son entraînement, dans le cadre donc de la préparation des études d'artiste, ou par ailleurs dans le cadre simplement du métier de copiste, parce qu'on fait des reproductions des grandes œuvres de manière à pouvoir leur donner une plus ample exposition, eh ben les copistes ne sont pas vraiment des artistes. Soit ils s'entraînent, et donc ils ne sont pas encore artistes, soit ils sont copistes, et donc ils se distinguent de l'artiste précisément parce qu'il leur manque le geste créateur. Donc ce qui semble distinguer précisément l'artiste, c'est qu'il est créateur par opposition à l'artisan, qui lui produit par un ensemble de règles qui peuvent être spécifiées et reproduites. Une référence qu'il est approprié de mobiliser pour expliquer cette distinction entre l'artiste et l'artisan, c'est un texte classique du philosophe Alain, qui est extrait de son livre Le système des beaux-arts. Alain, en fait, c'est un philosophe français qui s'appelle Émile Chartier, et dans ce petit extrait, il revient exactement sur la question de la distinction entre l'artiste et l'artisan. Lisons-le. Il reste à dire, maintenant, en quoi l'artiste diffère de l'artisan. Toutes les fois que l'idée précède et règle l'exécution, c'est industrie. Et encore, est-il vrai que l'œuvre souvent, même dans l'industrie, redresse l'idée, en ce sens que l'artisan trouve mieux qu'il n'avait pensé dès qu'il essaye. En cela, il est artiste, mais par éclair. Toujours est-il que la représentation d'une idée dans une chose, je dis même d'une idée bien définie, comme le dessin d'une maison, est une œuvre mécanique seulement, en ce sens qu'une machine bien réglée d'abord ferait l'œuvre à 1000 exemplaires. Pensons maintenant au travail du peintre de portrait. Il est clair qu'il ne peut avoir le projet de toutes les couleurs qu'il emploiera à l'œuvre qu'il commence. L'idée lui vient à mesure qu'il fait. Il serait même rigoureux de dire que l'idée lui vient ensuite, comme au spectateur, et qu'il est spectateur aussi de son œuvre en train de naître. Et c'est là le propre de l'artiste. Il faut que le génie ait la grâce de nature et s'étonne lui-même. Un beau vers n'est pas d'abord en projet et ensuite fait, mais il se montre beau au poète. Et la belle statue se montre belle au sculpteur à mesure qu'il l'a fait. Et le portrait naît sous le pinceau. Ce que nous dit donc Alain dans ce texte, c'est que l'idée de création artistique, elle se pose comme problème. En effet, d'une part, on a compris la possibilité de se représenter ce que c'est qu'une production naturelle en termes de causalité. Un ensemble d'éléments intervenant mécaniquement les uns sur les autres produisent progressivement à mesure, mais dans un procédé qu'on peut retracer, un effet, par exemple, cette pierre volcanique. Mais à aucun moment, l'effet n'est représenté par la cause. La cause agit de manière aveugle, elle agit mécaniquement. Au contraire, c'est ce que pointe précisément Alain, le technicien, l'artisan, quand il produit, a une représentation claire, antérieure à ce qu'il fait, de ce qu'il va faire. C'est par exemple l'artisan qui produit une poterie sur le modèle de celle qu'il a déjà fait auparavant. De sorte qu'il y a dans l'artisanat une reproduction plutôt qu'une création. Et c'est exactement en ça qu'on peut dire que l'artisanat, c'est une activité qui consiste à imposer une fin à la nature. Pourquoi ici il n'y a pas seulement causalité, mais bel et bien finalité? Eh bien parce que le résultat de l'action, il est représenté avant la réalisation de l'action. L'idée de la poterie est dans l'esprit de l'artisan avant la réalisation de cette poterie.
Okay, c'est cette antériorité de la représentation à la production qui permet justement de caractériser le fait qu'il s'agisse d'une œuvre artisanale. Or, qu'en est-il dans la création artistique? Effectivement, si l'action, la création, elle est absolument originale, et s'il ne s'agit pas d'une reproduction mais bel et bien d'une création, le paradoxe est le suivant: il ne peut pas y avoir une représentation antérieure à la production de l'œuvre d'art. De sorte que ça a l'air de nous ramener à une sorte de causalité naturelle, comme si le peintre était quelqu'un d'aveugle qui ne voit pas ce qu'il fait, qui ne sait pas ce qu'il fait et qui laisse au gré des mouvements de son bras mécanique se promener sur la toile effectivement le pinceau de manière à ce que ça produise à la fin une œuvre d'art. Donc il faut arriver à penser, ce qui ne peut pas être le cas. C'est pas une causalité aveugle, la création, parce que sinon il y aurait un hasard et il n'y aurait pas une œuvre qui a du sens, une œuvre qui est susceptible d'être belle, une œuvre d'art au sens strict. Donc il faut arriver à penser la création dans ce paradoxe. Elle n'est ni anticipation, ni nécessité aveugle. Et c'est ce que s'attache à décrire Alain dans ce texte. Comment la création, précisément, défie les catégories traditionnelles d'interprétation de la production d'un objet. Ni causalité aveugle, ni causalité naturelle, ni finalité anticipée, comme dans la production technique. Alors, comment en rend compte Alain? Eh bien, il dit qu'en réalité, il y a un processus continu de spectatorat, une relation constante entre la perception et l'action pour le créateur artistique. En même temps que, par exemple, dans le cas de la peinture, le pinceau se promène sur la toile, eh bien, il y a un retour visuel, le peintre est spectateur de son œuvre en train de se faire, ce qui implique un ensemble de micro-corrections permanentes, et cette succession de micro-corrections permanentes produit, en fin de compte, ce qui deviendra l'œuvre d'art. De sorte que la genèse de l'œuvre d'art, c'est véritablement, elle fait appel à une sorte d'état créatif intermédiaire entre une production anticipée technique et une causalité naturelle aveugle. C'est, si vous voulez, toute la personne. Le peintre, il peint avec son corps, de même que l'écrivain écrit avec son corps tout entier. C'est un acte du corps en même temps qu'un acte de l'esprit. On retrouve ici quelque chose qu'on avait déjà vu qui semble nécessaire pour caractériser l'objet qui est l'œuvre d'art, okay, qui se passe dans la création artistique. C'est une interaction sans extériorité entre la perception, la sensibilité, d'une part, le corps, et l'esprit, l'intelligence, la compréhension, d'autre part. Et c'est ces boucles de micro-corrections permanentes qui constituent la création artistique qui permettent de montrer qu'il s'y passe bien quelque chose de particulier. L'artiste est créateur au sens où il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne peut pas se représenter comme le fait l'artisan avec un plan, son œuvre, avant qu'il ne l'ait produite. Donc il se passe en lui quelque chose d'assez mystérieux, et ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est essayer de rendre compte de cet état créatif que Alain permet de décrire clairement. Si la création artistique, elle a été au cœur des réflexions des philosophes, et si on en parle autant même dans le parler courant, c'est qu'il y a là effectivement quelque chose de mystérieux. Dans la création artistique, il se passe quelque chose qui fait apparaître ce qui n'était nulle part. D'abord, au sens où ça n'était pas déjà dans la nature, et ensuite, au sens où personne d'autre que l'artiste ne l'avait envisagé. De sorte que cet artiste, il a quelque chose d'exceptionnel. Et c'est cette exceptionnalité de l'œuvre d'art, produite par un artiste, qui justifie qu'on parle de création. Il y a dans la création artistique quelque chose d'hors du commun, de quasiment surnaturel. C'est ce qui a très souvent justifié qu'on décrive la création artistique en termes d'origine, effectivement, surnaturelle. Par exemple, dans son dialogue qui s'appelle le Ion, Platon compare l'artiste à la pierre magnétique, la magnésite. Et Platon dit, regardez, dans cette pierre, la magnésite, il y a une force qui a été placée là et qui lui permet d'avoir un effet d'attraction sur les autres pierres métalliques qui se trouvent autour d'elle. De même, il faut que dans l'artiste, il y ait eu une force qui a été placée. Et cette force, c'est l'inspiration. Alors l'inspiration, c'est un concept qui est structuré chez Platon et il veut dire effectivement qu'il y a une puissance naturelle, une puissance qui s'incarne en fait dans les muses et qui s'insère, traverse l'artiste de manière à produire l'œuvre. Donc il y aurait dans l'artiste créateur quelque chose de plus que lui-même qui s'incarne et qui permet effectivement de parler de création. Un film,
réalisé par Milos Forman, qui a été refait en 2002, permet exactement d'incarner cette idée de création artistique, et l'objet de ce film, c'est Wolfgang Amadeus Mozart. Le film s'appelle Amadeus, et il raconte la manière dont Amadeus, Mozart, vient à la cour du roi de Prusse. Avant son arrivée à la cour du roi de Prusse, il y avait déjà un compositeur de la cour, et ce compositeur de la cour, c'est Salieri. Et une des scènes du film montre très 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 bien comment l'artiste semble être inspiré, semble incarner une force surnaturelle qui émane en lui, et cette émanation rayonne et permet de produire l'œuvre d'art. On regardera d'ailleurs de manière assez intéressante, et on va regarder l'extrait tout de suite, comment Salieri est humilié. Salieri, qui est, lui, si vous voulez, le compositeur artisan, le compositeur laborieux, qui doit reprendre sans cesse ses créations pour essayer d'obtenir un petit résultat. Mozart arrive et le ridiculise. Parce que à la première écoute, il comprend parfaitement ce qui se passe dans l'œuvre, il est capable de la reproduire et même de la parfaire. Il voit spontanément ce qui manquait dans l'œuvre de Salieri de manière à pouvoir l'améliorer. Grazie, signore. Keep it, Majesty, if you want. It's already here in my head. What? On one hearing only? I think so, sire. Yes. Show us. The rest is just the same, isn't it? It doesn't really work, does it? Did you try? Shouldn't it be a bit more? Or this? This? Yes. Better? What do you think? Grazie, signore. Alors cet extrait du film de Milos Forman, il donne probablement à voir la très bonne ambiguïté du terme humiliation. L'humiliation, c'est à la fois ce qui nous rend humble et donc ce qui nous fait reconnaître la supériorité de quelqu'un comme étant objective, et en même temps, c'est ce qui nous rabaisse au sens où les qualités qu'on avait auparavant, elles s'envolent, elles sont supprimées, et effectivement, Salieri, devant Mozart, n'est plus rien, quoi.
Il conserve un petit sourire en coin de lèvres, mais il voit bien qu'il est strictement incapable d'égaler la spontanéité créatrice de Mozart et son génie. Une des notions qui permet de rendre compte de la création artistique, c'est effectivement celle qu'incarne Mozart dans cet extrait, c'est la notion de génie. Qu'est-ce que c'est que le génie? Eh bien, c'est cette personne qui est capable de réaliser cet état créatif. De sorte que l'idée de création, elle suppose bien une personnalité. Et c'est la personnalité de l'artiste qui doit disposer d'un talent. En effet, comment rendre compte de cette ambiguïté, de cet espace qui doit être établi entre la création représentationnelle, la production du coup technique, qui suppose l'anticipation d'une fin d'une part, et d'autre part la causalité naturelle aveugle. Eh bien, il faut que dans l'artiste, il y ait une disposition qui l'incarne dans sa personne tout entière, de sorte que c'est lui qui a quelque chose de spécial. C'est pourquoi Kant a proposé une définition du génie qui répond exactement à ces caractéristiques-là. Donc, pour qu'il y ait génie, il faut qu'il y ait quelque chose dans l'artiste qui rende possible cette création. Et c'est ce talent-là qu'on va nommer le génie. Voyons comment le définit Kant. Ce petit texte, il est extrait de la critique de la faculté de juger, et il se trouve au paragraphe 46. Kant écrit « Le génie est le talent, le don naturel, un talent c'est un don naturel, qui permet de donner à l'art ses règles. Puisque le talent, en tant que faculté productive innée de l'artiste, ressorti lui-même à la nature, on pourrait formuler ainsi la définition. Le génie est la disposition innée de l'esprit, ingenium, par le truchement de laquelle la nature donne à l'art ses règles. Le mot truchement, probablement, est un terme qu'on utilise peu fréquemment, mais il veut dire passer par un intermédiaire pour faire une chose qu'on aurait pu faire directement. Le truchement, il y a l'idée de triche dedans, c'est-à-dire qu'on passe par un intermédiaire pour cacher quelque chose qu'on aurait pu faire directement. Alors ici, l'idée de Kant, c'est qu'en fait, si c'est un talent naturel, le génie, s'il y a quelque chose qui est inné dans l'artiste et qui lui permet effectivement de créer artistiquement, ça veut dire en fin de compte que c'est la nature qui passe par l'artiste, puisque le talent est un don naturel. Sauf que la nature, elle passe à travers l'artiste d'une manière précisément intermédiaire entre ces deux aspects, parce que l'artiste ne sait pas exactement ce qu'il fait, et c'est ce qui fait qu'on est bien dans un régime de causalité naturelle, mais en même temps, il reste une personne, et en tant que tel, il se représente progressivement sa création. De sorte qu'il y a un intermédiaire, la nature se sert de l'artiste, pour faire passer une transformation du monde de l'art. Ce que ça permet de faire, c'est de caractériser la création artistique. Quand est-ce qu'il y a création et qu'est-ce que permet de faire, qu'est-ce qui permet de reconnaître la création artistique? C'est une caractéristique qu'on pourrait appeler l'originalité. L'originalité pour la raison suivante, parce qu'on reconnaît bien qu'il fait quelque chose de nouveau, l'artiste, mais en même temps, c'est pas n'importe quoi. Il y a une forme de bourgeoisie qui tente effectivement de faire de la nouveauté une sorte d'orgueil, le nouveau pour le nouveau, il y a une sorte d'absurdité comme ça, où on pourrait utiliser un peigne avec seulement 2 dents, ou alors mettre 18 cordes à sa guitare pour faire quelque chose de nouveau, mais sans que ça n'ait aucun apport qualitatif dans le monde de l'art. De sorte que l'originalité, elle se caractérise pas seulement par la nouveauté, mais aussi par l'intérêt qu'elle suscite. Et l'intérêt, il se mesure à la transformation du monde de l'art lui-même. Le génie, c'est pas seulement quelqu'un qui apporte du nouveau, c'est quelqu'un qui est suivi par tous les autres artistes et donc qui révolutionne la manière dont on faisait de l'art auparavant. Alors que l'artisan reproduit les règles de l'art, l'artiste transforme, impose de nouvelles règles à l'art. Et c'est en ce sens-là qu'il y a génie. Donc, ce que fait le génie, c'est qu'il incarne dans le monde de l'art un talent naturel qui révolutionne, qui transforme les manières antérieures de faire de l'art. Autrement dit, le génie, c'est un événement historique. Il fait date. Il y a un avant et un après. Et une fois qu'il a produit effectivement ce régime artistique nouveau, généralement dans l'histoire de la peinture par exemple, ça s'incarne par un courant artistique, et ce courant artistique nouveau, il est effectivement le résultat du passage du génie dans le monde de l'art. Il y a un avant et un après, et c'est en ce sens-là qu'il y a bien création artistique. Parce qu'il
invente des règles qui n'existaient pas auparavant et qui ne peuvent pas être déduites par un procédé de raisonnement scientifique. Un ensemble de règles nouvelles et qui vont conduire tous les autres artistes à se servir, à puiser dans ce régime de règles pour pouvoir renouveler l'art. Le génie, c'est donc celui qui invente un style nouveau. Et en ce sens-là, il y a bien création artistique, puisqu'on passe d'un état où ces règles n'existaient pas à un nouvel état de l'art dans lequel ces règles existent. On peut donc donner une explication à l'idée de création artistique. Cette explication, elle repose sur la reconnaissance d'un talent inné dans l'artiste qui permet de transformer l'ensemble des manières de faire de l'art antérieur, de sorte que son génie fait événement dans l'histoire de l'art. En ce sens, il y a bien création artistique. Mais on peut être enclin à se demander si cette idée de la création artistique, elle est complètement satisfaisante. Et on va étudier ensemble deux types de critiques qui vont toutes porter en fait sur le même point, c'est la dimension de surnaturalité inhérente à cette création artistique. Comment passer de rien à quelque chose? Comment ici l'artiste parvient-il à créer du nouveau alors que précisément ça n'était pas là auparavant? Il y a ici un problème de causalité, tout est fait à une cause, et ce que fait le génie, c'est qu'il produit un effet sans cause, ce qui, vous le remarquerez, est toujours le même problème de liberté. Comment la liberté peut-elle initier quelque chose si cette initiative n'est pas préparée par des causes antérieures? Et c'est la même difficulté ici, comment le génie peut-il créer si sa création part de rien? Alors, traditionnellement, on peut identifier deux types de critiques. La première, elle est sociologique, et la deuxième, elle est psychologique. La critique sociologique de la création artistique, elle revient à dire qu'en fait, on se concentre sur l'artiste comme étant une figure incarnant cette production originale, mais cette concentration qu'on fait sur la personne de l'artiste, elle nous fait oublier les origines sociales du mouvement de création qui ont permis à cet artiste-là d'émerger. Donc, on peut formuler une sociologie de l'émergence de la figure du génie qui le démystifie. La sociologie va poser le génie comme un mythe, qui est le produit justement d'un ensemble de mécanismes sociaux qu'on va pouvoir étudier. Un des auteurs qui a permis la construction de cette sociologie de l'art s'appelle Norbert Elias. Et si on veut faire un résumé succinct pour ce qu'on est en train de dire, pour la question de la création artistique de ce qu'avance Norbert Elias, c'est que si on se concentre sur la figure du génie, c'est simplement par omission du grand nombre des autres artistes qui ont contribué à l'ensemble des modifications que le génie vient simplement magnifier. Si vous voulez, le génie, c'est le dernier maillon d'une longue et complexe chaîne de causalité qui effectivement se réalise par toutes les micro-modifications que font chacun des artistes. Et si on se concentre sur la figure du génie, c'est par précisément ce mécanisme social. Donc comment en fait le génie est le résultat d'une chaîne sociale de causalité? D'une part, il s'inspire des autres. Forcément la création en fait géniale, elle ne sort pas de nulle part. L'artiste de génie, c'est un artiste qui a observé tous les autres auteurs antérieurs à lui, tout ce que les autres ont fait, et qui, par une sorte de sélection complexe, qu'il faudrait analyser, parvient à saisir, à retirer des productions des autres, ce qui deviendra son œuvre propre. Et d'un autre côté, du point de vue des spectateurs, c'est en oubliant les autres, qu'on finit par faire du génie quelqu'un d'exceptionnel. C'est simplement donc par omission que le spectateur élève le génie au rang d'exception. En fait, ce cas particulier du génie en art, il intervient dans le contexte plus général de l'analyse que formule Norbert Elias, qui est l'analyse d'une cour. Ce que Norbert Elias appelle une cour, sur le modèle de ce qui se passe dans les cours royales, c'est un ensemble de gens qui rayonnent, qui circulent autour d'un individu central, parce que cet individu, il dispose davantage d'opportunités sociales dont les autres veulent tirer profit. Et ce mécanisme de tentative de tirer profit du cœur d'une cour, il est vachement intéressant parce qu'en fait, c'est pas simplement un rapport de domination unilatérale, c'est pas simplement celui qui est au cœur de la cour qui domine les autres et qui leur fait faire ce qu'il veut, parce que tous les gens qui sont autour du cœur de la cour, comme par exemple Louis XIV,
eh ben, ils sont aussi ceux qui disséminent, ceux qui ont des formes de pouvoir dans la manière dont ils interprètent, dont ils font la cour au roi. Et donc, il y a, si vous voulez, un mécanisme d'interdépendance de tous les individus qui contribuent à une cour qui permet d'expliquer ce rayonnement qui constitue un groupe social. Le génie, c'est à un moment donné de l'histoire de l'art, quelqu'un qui concentre comme une cour autour de lui l'ensemble des autres artistes, spectateurs et individus qui interviennent dans ce système complexe qui est précisément la société de l'art. Donc, le génie, c'est pas un être surnaturel, ok? C'est pas quelqu'un qui doit être considéré comme un créateur au sens où il part de rien. On ne parle de génie que par une mystification qui revient à oublier la genèse sociale de la figure de l'artiste. Okay, donc, la première critique qu'on peut faire de l'idée de génie, c'est qu'elle revient à oublier les conditions sociales de la production de la figure du génie. Le deuxième type de critique qu'on peut faire de la notion de génie, elle peut être qualifiée d'une critique existentielle ou psychologique. Et l'auteur qui est probablement celui qui a porté au plus haut point cette critique, c'est Friedrich Nietzsche. Nietzsche, donc c'est un philosophe allemand du 19e, et il propose l'idée selon laquelle, en fait, de même, il y a une sorte d'oubli du processus de genèse de l'œuvre d'art qui conduit à une mystification, à faire de la personne de l'artiste quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de surnaturel. Et donc il y a deux dimensions dans sa critique. La première, c'est d'expliquer cet oubli de la genèse de l'œuvre, et la deuxième, c'est d'essayer d'interroger pourquoi, quels sont les mécanismes psychologiques qui nous font effectivement oublier cette genèse. Et ici, il est assez intéressant de regarder effectivement, concrètement, comment travaille un artiste. Ce qu'indique Nietzsche, la première chose, c'est que un artiste, il travaille exactement comme tout le monde. C'est-à-dire que quand il est devant son œuvre, eh ben, il fait des tentatives, ces tentatives échouent, il jette du papier, quand il écrit, je pense en fait ici tout de suite à la production de l'œuvre de Proust, à la recherche du temps perdu. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a les carnets qui ont servi de brouillon pour produire cette œuvre qui est immense. Et en fait, on voit que pour une page d'écriture, Proust devait en produire 10, et sur ces 10 pages d'écriture, toutes sont raturées, jetées, brûlées, de sorte qu'il y a énormément de travail perdu, de médiocrité dans la genèse de ce que fait l'artiste. Et c'est simplement par un travail d'élagage que, à la fin, le produit fini peut sortir. De même, il y a un laboratoire à Paris, dont j'ai perdu le nom tout de suite, qui est assez intéressant, mais retenons simplement la méthode de recherche, qui consiste à rechercher par des outils d'imagerie par rayonnement magnétique, par exemple, les couches de peinture qui ont été successivement posées les unes des autres pour donner naissance à l'œuvre finale. Et toutes ces couches de peinture, on voit aussi que l'artiste revient sur ce qu'il a fait, supprime des versions antérieures, et donc ce processus d'élaboration par suppression, il est commun à toutes les formes d'art. On pourrait regarder aussi les brouillons de partition des compositions de Beethoven qui permettent de montrer exactement le même processus. Donc en fait, le génie, c'est pas quelqu'un qui aurait une intuition surnaturelle qui permettrait de voir ce qu'il y a au fond de l'être comme par un tour de magie. Ok, c'est quelqu'un qui travaille. C'est ça le premier point de Nietzsche. C'est l'illusion du produit fini qui nous laisse croire que le génie, il est exceptionnel et qu'il vient sans réflexion, spontanément, au résultat qui est l'œuvre d'art. En fait, c'est un processus d'élaboration long, laborieux, complexe, il galère, comme tout le monde, l'artiste. Premier point de la critique de Nietzsche. Deuxième point, mais alors pourquoi on a tendance à oublier ? Pourquoi on n'a pas une reconnaissance simple et spontanée de l'idée que il a galéré comme tout le monde, simplement ce qu'il a fait de différent avec les autres, c'est qu'il a attaché la totalité des forces de son existence à cette œuvre d'art. Il a dévoué tout son être à l'œuvre d'art, et c'est ça, au fait, qui permet la production d'une œuvre différente, en ce sens-là exceptionnelle. Pas exceptionnelle au sens surnaturel, mais au sens où elle a supposé une plus grande quantité de travail. Qu'est-ce qui fait alors qu'on oublie qu'il y a du travail ? Nietzsche dit, c'est qu'on ne veut pas voir notre propre médiocrité. L'idée de Nietzsche, c'est que pourquoi c'est intéressant de mettre le génie sur un piédestal ? Pourquoi c'est intéressant de le rendre surhumain, surnaturel ? Parce que s'il est exceptionnel, on n'a pas à le comparer à nous. Et effectivement, laisse faire, c'est un génie. On n'y peut rien, il est trop fort. Et ces expressions courantes qu'on retrouve, elles reviennent au mécanisme que décrit Nietzsche dans le texte que je vais vous lire maintenant.
qui est extrait de Humain, trop humain, au paragraphe 162. Nietzsche écrit « Les hommes ne parlent intentionnellement de génie que là où les effets de la grande intelligence leur sont le plus agréables et où ils ne veulent pas, d'autre part, éprouver d'envie. Nommer quelqu'un divin, c'est dire « Ici, nous n'avons pas à rivaliser ». En outre, tout ce qui est fini, parfait, excite l'étonnement. Tout ce qui est en train de se faire est déprécié. Or, personne ne peut voir dans l'œuvre de l'artiste comment elle s'est faite. C'est son avantage, car partout où l'on peut assister à la formation, on est un peu refroidi. L'art achevé de l'expression écarte toute idée de devenir. Il s'impose tyranniquement comme une perfection actuelle. Donc il décrit bien dans ce texte particulier la manière dont on oublie le processus d'élaboration devant la perfection du produit fini, et il mentionne aussi le fait que dire que quelqu'un est un génie, ça nous permet de ne pas avoir envie, ça nous permet, on peut le dire comme ça, de supporter notre propre médiocrité. La question dont on est parti est donc de savoir s'il y a dans l'art création, c'est-à-dire si l'artiste, dans son activité, permet effectivement de passer du néant à l'être, s'il produit une œuvre d'art par un acte de pure liberté. Ce qu'on a cherché à faire, c'est à rendre compte de la création artistique en reconnaissant son existence. Et pour ce faire, on a employé la méthode qui consiste à distinguer l'activité de l'artiste de l'activité de l'artisan, ce qui nous a amené à reconnaître l'existence d'un état créateur et à chercher une explication à cet état créateur dans le talent dont dispose l'artiste qui lui est conféré par la nature, qu'on appelle le génie. Il y aurait donc génie dans la personne de l'artiste à partir du moment où par son activité artistique, par son activité créatrice, il fait événement dans l'histoire de l'art, permettant d'importer un ensemble de règles nouvelles qui est à la naissance d'un style artistique nouveau. Pourtant, on a interrogé l'existence de cette création et la notion de génie, en montrant que, probablement qu'en réalité, le génie, c'est simplement un point d'une chaîne de causalité sociale complexe, et que son rayonnement provient plutôt de l'oubli de cette chaîne de causalité que d'une exceptionnalité réelle. Et d'autre part, on a montré que ce qui explique aussi cette tendance à oublier la genèse d'une œuvre d'art, à oublier la causalité qui est à son origine, eh bien, c'est un souci de nous cacher, de ne pas nous montrer notre propre médiocrité. De sorte que, s'il y a bien des événements dans l'histoire de l'art, on peut conclure en disant que on ne peut pas pour autant reconnaître l'idée d'une création artistique en un sens radical. L'artiste ne saurait être entendu comme une sorte de magicien qui opérerait sans trop savoir ce qu'il fait, car ça donne probablement une mauvaise idée du travail réel des artistes. Le travail réel des artistes, il doit plutôt être conçu en effet comme un long processus d'élaboration très très complexe, de sorte qu'il est probable que l'artiste ne soit pas toujours conscient de tout ce qu'il est en train de faire au moment où il le fait, mais ça ne permet pas de conclure à l'existence d'une surnaturalité dans la création artistique. Donc, plutôt que de parler de création artistique, on devrait plutôt peut-être discuter en termes de processus d'élaboration, d'une genèse continue de l'œuvre d'art.